Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. On est ravis, comme chaque mercredi, de vous retrouver avec nos invités pour analyser, commenter, débriefer l'actualité nationale. Et ce soir, nous allons parler du handicap au Maroc. Il y a quelques jours, le 3 décembre, était célébrée la Journée internationale des personnes handicapées instituée par l'ONU en 1992. Cette journée a pour objectif de rappeler les discriminations et les difficultés auxquelles sont encore confrontées les personnes en situation de handicap et aussi de militer pour leur intégration pleine et entière à la vie économique, sociale, politique ou encore culturelle. Le gouvernement sortant s'était engagé en 2011 à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de cette partie de la population et de favoriser leur intégration conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution. Alors qu'est-ce qui a été fait en ce sens? Quelles mesures ont été prises? Ce sont les questions que nous poserons dans la deuxième partie de l'émission, juste après avoir fait un état des lieux du handicap au Maroc et des besoins de cette partie de la population. Pour répondre avec nous à toutes ces questions ce soir et nous éclairer sur ce sujet du handicap, nous recevons Monsieur Ahmed Ait Brahim. Bonsoir. Vous êtes chef de division de l'intégration sociale des personnes en situation de handicap au ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Monsieur Saïd El-Hamsali. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes le président de l'espace Al-Massar pour la trisomie 21. Et enfin, face à vous, Monsieur Mohamed Lazri, vous êtes vice-président de l'Amicale marocaine des handicapés, l'AMH, et vous êtes également président du collectif de la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, avant de passer aux politiques publiques mises en œuvre pour gérer cette partie de la population et ses besoins, un petit état des lieux du handicap au Maroc. Et si vous le voulez bien, pour commencer, peut-être une question sur la définition du handicap. Est-ce qu'il y a une définition commune du handicap et laquelle? Tout à fait. Monsieur Ait Brahim. Merci beaucoup pour le choix de la thématique, cette émission à l'occasion de la Journée mondiale. Alors, la définition du handicap a subi une évolution historique à travers trois modèles. Alors, les années 40-50, c'était le fameux modèle médical, c'est-à-dire le handicap, c'est le corps, c'est la définition du corps. Ensuite, Je vous en prie. ensuite, le modèle fonctionnel. Aujourd'hui, on est à un modèle social axé sur les droits, c'est-à-dire, pour simplifier la définition du handicap, d'abord c'est une situation interactive entre la déficience du corps et l'environnement. L'environnement, c'est la politique, la législation, le regard de la société, les accessibilités. Donc aujourd'hui, le handicap n'est pas un état pathologique, c'est une situation, c'est une problématique sociale. Voilà. Monsieur, pardon, excusez-moi, maintenant c'est moi qui tousse. Monsieur Lazri. Oui, le concept a évolué depuis que pas mal de disciplines sociologiques commencent à s'intéresser, surtout l'anthropologie qui a changé le regard. Avant, lorsqu'on parle de la personne handicapée, le problème est lié à la personne. Mais actuellement, on a bien sûr ajouté l'environnement. C'est une interaction entre la personne, l'environnement, et c'est une situation. Et pour la changer, il faut que c'est un problème sociétal, que tout le monde doit participer pour apporter un changement et un regard nouveau qui tient en considération tous ces paramètres. Mais pas comme avant, on cherche toujours à lier le problème à la personne lui-même et pas à la société et à l'environnement. D'un autre côté, on a passé d'une approche de charité ou d'une approche médicale, purement médicale, à une approche de droit, puisque la société internationale, elle a tranché, étant donné qu'on a signé une convention internationale des droits de personnes handicapées. On l'a signée en 2007 et elle date de 2006, voilà. La Convention des Nations Unies. C'est-à-dire, depuis la signature de cette convention, le problème d'handicap est un problème de droits de l'homme. Toute la société civile, tous les États, bien sûr, qui ont signé, s'engagent à respecter ces normes, c'est-à-dire les normes culturelles des clauses de cette convention et les normes juridiques pour développer une politique dans chaque pays. Et le Maroc, bien sûr, depuis la signature, les choses commencent à bouger, mais doucement. Alors, juste pour rappel, une définition qui intègre justement cette dimension de l'interaction avec l'environnement, c'est la définition qui a été donnée par une enquête nationale de 2004, qui a révisé, si je mes souvenirs sont bons, une définition qui datait du début des années 80. Et voilà ce que nous dit donc cette enquête nationale. Et un handicap, toute restriction des activités et
la participation sociale d'une personne de façon permanente ou temporaire, stable ou évolutive, due à une déficience ayant entraîné une ou plusieurs altérations des fonctions physiques, sensorielles, mentales, isolées ou associées, et une limitation des aptitudes fonctionnelles. Voilà cette définition. Monsieur Al-Hamsali, pour vous, est-ce que cette définition tient compte de la réalité du handicap? Alors, pour ne pas rentrer dans l'aspect technique de la définition, pour moi, comme vient de dire mes amis, le regard change la définition. Et pendant des décennies, le regard à la problématique du handicap, à la personne en situation de handicap, a changé la définition d'une personne handicapée ou avec un handicap. Ceci dit, on ne regarde plus maintenant la personne handicapée comme une personne qui dépend de l'autre. Ils ont des capacités et notre rôle en tant que citoyen, en tant que parent, que société, que la responsabilité de l'État, c'est de renforcer leurs capacités, c'est de leur donner la possibilité et les moyens de participer efficacement à la vie sociale. Et quand je dis la vie sociale, c'est de l'école à l'emploi. Et dans ce sens, on n'est plus dans une définition qui limite les moyens et la possibilité et les compétences de cette personne. Plutôt, il ouvre toutes les possibilités pour qu'il soit comme les autres, plus qui travaille, qui est actif parmi les autres. Alors, on reviendra sur ces dispositifs pour permettre cette pleine autonomie des personnes handicapées. Après la définition, les chiffres. Alors, sur ce plan des chiffres, il y avait une enquête faite en 2004, il n'y en avait plus jusqu'en 2016, et il y a eu 2 chiffres publiés cette année, un par le ministère et un par le HCP. Alors d'après les chiffres du ministère, on a 6,8 millions de personnes en situation de handicap au Maroc, c'est un peu moins pour le HCP. Qu'est-ce qui explique cette différence des chiffres? Est-ce qu'il y a une bataille des chiffres sur le handicap aujourd'hui au Maroc? Alors, Monsieur Ibrahim. D'accord. C'est juste un petit... Avant de passer à répondre à votre question, juste donner un exemple concret pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une situation de handicap. Alors, le handicap est une traduction sociale de la déficience. Alors, je vous donne un exemple un petit peu très particulier pour comprendre. Imaginons une personne qui anime des émissions télévisées et une autre personne qui travaille comme standardiste. Supposons que les 2 personnes ont subi des brûlures. Par rapport à un dermato, c'est une altération de la peau, ils ont le même certificat médical. Alors, au niveau déficience, ils sont les mêmes. La traduction sociale n'est pas la même. Alors, après une phase de traitement, la personne qui fait le standard, il va... Par contre, la personne qui fait l'animation, il est en situation réelle de handicap. Donc, il a besoin d'une reconversion professionnelle. Donc, aujourd'hui, le handicap, attention, il faut se démarquer du corps. Il est dans le rôle social. Du moment que votre rôle, mon rôle est touché, on est dans le handicap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sa place au sein de la société est empêchée par un handicap, on est en situation de handicap. Parfait. C'est ça la définition. C'est ça la définition. Très bien. Alors par rapport à votre question... Et après on revient aux chiffres. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste ajouter que le changement de regard, actuellement, on ne considère plus les personnes en situation de handicap des malades. Les handicapés ne sont pas des malades. Ce sont des personnes en situation de difficulté. Maintenant, il faut que la société accepte la différence. Et la différence, c'est une connotation qui n'est pas liée uniquement à la population de personnes handicapées. C'est une valeur culturelle dont la société doit respecter. C'est dans ce sens que... Merci. Alors, sur les chiffres, Monsieur Ibrahim. C'est une question très intéressante. Alors, la première enquête, c'était en 2004. La deuxième enquête, toujours, qui a été organisée par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille, du Développement social, c'était en 2014. Alors, le chiffre officiel, on est à 6,8%. Donc, ça donne une famille sur 4 est concernée par le handicap. Alors, un ménage sur 4 est concerné, ça donne 2 millions, quelque chose de 246 000 personnes en situation de handicap. Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Il y a une différence, une contradiction pour certains, entre
le chiffre qui a été avancé par le HCP à l'occasion du recensement général de la population. Oui, il s'est effectivement basé sur les chiffres du recensement de 2014. Exactement, mais ce n'est pas la même méthodologie. Et à travers dans tous les pays, il y a toujours une différence entre le recensement et les enquêtes thématiques qui est axée sur un phénomène particulier. Donc ce n'est pas la même méthodologie qui est adoptée par le ministère. Plutôt. Alors la méthodologie de l'enquête nationale, c'était ce qu'on appelle le protocole de l'équipe de Washington. Alors l'équipe de Washington, c'est une équipe qui est domiciliée au niveau des Nations Unies, qui recommande à tous les pays qui veulent faire des enquêtes sur le handicap de suivre une méthodologie, un protocole. Et on a suivi ce protocole, il a été visé par le HCP, et donc il a donné quand même ce chiffre qui est très important de 6,8%. Monsieur Lazli, ça vous paraît des chiffres réalistes? Oui, mais cette différence s'explique par la méthodologie d'abord. Lorsqu'on parle d'un recensement national, on sait que le questionnaire, les gens n'ont pas été bien encadrés. Et il y a même des tabous que les enquêteurs n'osent même pas poser. Et moi-même, dans ma famille, on a reçu un enquêteur dont le questionnaire il existe, la question de handicap, mais lui, il est timide. Moi, je fais semblant, et il n'a pas eu le courage. C'est une question de tabou qui n'ose pas être posée. Voilà, et aussi c'est une question d'encadrement. C'est-à-dire, on ne se prépare pas, à la dernière minute, on appelle des enseignants pour, dans 3 mois ou 4 mois, la manière de faire l'enquête. Même au niveau de l'enquête nationale, malheureusement, le chiffre, ça nous a aussi touchés parce que lorsqu'on parle d'une réduction d'un chiffre de la population, c'est-à-dire qu'on est devant une politique de prévention qui existe réellement, qui a donné des résultats. À part le programme de vaccination mené par la santé publique, et quand on voit les résultats, lui, le polio, mais tout ce qui est lié, les accidents d'accouchement, les accidents de la voie publique, l'handicap lié à l'âge des personnes âgées, toutes ces données donnent la tendance que le chiffre doit augmenter, il ne doit pas reculer. Et d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, il y a une projection entre 10 et 15% de la population dans les pays. Je crois que il y a un grand manque, c'est un problème qui touche le domaine du handicap, pas uniquement, c'est un problème de gouvernance de l'information. Parce qu'on n'a pas une base de données au niveau local, suffisamment fiable, au niveau local, au niveau régional. Et le problème des chiffres, ça revient toujours lorsqu'on travaille. Bon, on a mis des bureaux d'études, ils travaillent à la base d'un échantillon, mais la réalité, c'est autre chose parfois. On cherche à avoir un chiffre de proximité de la réalité, mais on est loin, sincèrement, par rapport à la projection mondiale. Monsieur El Hamsali, vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis, mais moi je souhaite approfondir un peu le débat sur les chiffres et sur l'enquête. D'abord, le Maroc il est très avancé par rapport à d'autres pays en matière de travail, sur les statistiques, sur les chiffres, sur l'état des lieux du handicap dans le milieu rural et urbain. Et le travail qui a été fait par le ministère du Développement social est un travail très rigoureux en matière de méthode et aussi, je dis ça par rapport à l'enquête 2004. Donc on est dans une... On maîtrise mieux l'outil. On maîtrise mieux l'outil, on est dans une certaine fiabilité par rapport aux résultats. Mais au-delà des chiffres, est-ce qu'on est dans l'attente de la société civile et des chercheurs et de la société entière par rapport aux chiffres, aux taux et à la situation du handicap, surtout sur le plan thématique? Je m'explique. Est-ce que le ministère du Développement social est le seul responsable de donner des statistiques et des chiffres sur le handicap? Pourquoi je dis ça? Un travail est bien fait. Mais moi, en tant que représentant de la société civile, et qui travaille pour un handicap bien spécifique qui est la trisomie 21, je n'ai pas de chiffres sur ce qui se passe au Maroc. Je ne connais pas combien de personnes trisomiques dans le milieu rural, dans le milieu urbain, et toute personne intéressée par d'autres types de handicap va poser la même question. Et donc, c'est une question transversale, liée à la responsabilité de l'État en général et de plusieurs départements. Pourquoi je dis ça?
il y a peut-être plusieurs manières de mener un travail thématique et d'arriver à des résultats. Par exemple, pour la trisomie 21, ce n'est pas difficile ni coûteux de donner des chiffres, même approximatifs. Et c'est une responsabilité liée à 3 départements: le développement social, l'éducation nationale et la santé. Par exemple, dans les centres de santé, les hôpitaux, on ne trouve pas dans le registre obstétrical une rubrique qui nous dit cet enfant est peut-être trisomique ou non. Si on fait ça dans toutes les cliniques, les hôpitaux et les centres de santé, peut-être on va arriver à spécifier un peu ce qui se passe au Maroc sur l'évolution, l'éducation nationale, les élèves inscrits dans les collectivités locales. Et donc, on a plusieurs moyens de travailler sur... En fait, il y a plusieurs niveaux de filtres qui Il y a plusieurs niveaux de filtres, mais on n'est pas là. Préciser. Pendant 10 ans, 2004-2014, on donne une enquête bien plus perfectible, très claire par rapport aux attentes peut-être du secteur politique, public, ainsi de suite, mais on n'est pas dans l'approfondissement par rapport aux attentes thématiques. Monsieur Aït Brahim, je vous donne la parole tout de suite, mais je donne la parole au ministère du Développement social, puisqu'il a été directement interpellé. Vous êtes d'accord avec cette nécessité de croiser des données transversales émanant de plusieurs institutions pour affiner les chiffres du handicap? D'abord, il faut noter que cette enquête c'est un produit marocain, c'est une expertise marocaine, contrairement à la première enquête, qui était un appui international européen. Donc c'est une fierté marocaine de produire une enquête avec des ingénieurs et des cadres. Deuxièmement, cette enquête, elle a été visée par l'institution HCP. Vous savez, au Maroc, c'est la seule institution de référence qui produit les chiffres. Le Haut Commissariat au Plan. Voilà. Alors, l'enquête a été très détaillée. Pour revenir à la question de notre ami Saïd, c'est une enquête générale. Alors, pour affiner, il faut d'autres enquêtes thématiques. Ça concerne la vieillesse, handicap, ça concerne l'autisme, ça concerne la trisomie 21 à l'intérieur, la déficience visuelle. Donc ça coûte de l'argent quand même. Aujourd'hui, on a un état des lieux très détaillé au Maroc, on a une radioscopie. Aujourd'hui, l'enquête nous a dit que le Maroc vit une transition démographique. À partir de l'âge de 60 ans, une personne sur 3 est en situation de handicap, c'est important. On a une transition épidémiologique, de nouvelles maladies invalidantes, c'est très important. Aujourd'hui, l'enquête nous a dit... C'est pas très rassurant tout ça. C'est sûr. On va passer à la politique publique. C'est important cette enquête. L'enquête nous a dit qu'il existe au Maroc 200 000 personnes confinées au lit. 0,6% de personnes en situation de degré très sévère. On passe à d'autres chiffres, scolarisation, emploi, accessibilité, etc., etc. Donc c'est une enquête qui nous a servi pour produire un plan d'action gouvernemental, on en parlera. Ça vous a donné des grandes orientations. Exact, tout à fait, avec des grands leviers stratégiques et sectoriels. Alors là, il faut qu'on passe à d'autres enquêtes thématiques. Ça peut être le regard de la société, les accessibilités physiques, architecturales et urbanistiques. On peut passer à l'autisme. Ce sont des personnes qui ne sont pas scolarisées aujourd'hui. Et tas d'enquêtes. Mais aujourd'hui, on a besoin quand même des chiffres, de grands chiffres. D'une base. Voilà, pour avoir des grandes orientations politiques. Monsieur Lazri? Bien sûr, l'enquête, c'est un acquis. Nous, en tant que société civile, on était pour, parce qu'avant, le fait de traiter la question de handicap d'une manière scientifique, ça revalorise la question. Mais le grand problème dans l'enquête de 2004 et 2014, c'est qu'en 2014, il y a d'autres orientations. Bien sûr, il y a la Constitution, l'article 34, qui interdit toute discrimination basée sur le handicap. Il y a la Convention internationale des droits de personnes handicapées, mais il y a la régionalisation. C'est-à-dire, la régionalisation, c'est un choix constitutionnel. Lorsqu'on mène une enquête n'est pas basée sur le niveau du découpage régional, bien sûr, il est impossible d'exploiter les données. On est dans les données standards. Je crois que c'est connu. Il y a des études dans le cadre de la coopération internationale, mais tout ce qui est information locale, régionale, pour mener une politique, bien sûr, sur le plan local et régional, il fallait démarrer par ça et prendre en considération cette dimension de la régionalisation qui était. Deuxième aspect, c'est la loi. C'est qu'on a travaillé, bien sûr, si on voit le rapport entre la loi cadre et les résultats de l'enquête,
On est dans une loi d'orientation globale pour l'instant qui c'est un acquis. Nous, on a travaillé avec le ministère, on a lutté ensemble pour le faire sortir. Il y a des lacunes qu'il faut on va y revenir tout on à l'heure. On va y revenir. Même des revendications. Mais il faut associer. On fait des enquêtes. Pourquoi? Pour détecter les dysfonctionnements, pour réguler la situation. Alors, en parlant des dysfonctionnements, on va parler tout à l'heure de la régulation, et de ce projet de loi notamment et de ses dispositions. Revenons aux chiffres et à ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap au Maroc. Parmi ces chiffres, il y en a quelques-uns qui sont relativement alarmants. Alors, je cite l'enquête du HCP. 66,5% des personnes en situation de handicap n'ont aucun niveau d'instruction. Le chiffre est de 35% pour les personnes qui ne souffrent pas de handicap. Est-ce que l'instruction, c'est un des problèmes majeurs qui touchent les personnes en situation de handicap dans notre pays? Monsieur Aït Ibrahim. Tout à fait. Vous savez que le Maroc a ratifié la Convention internationale en 2009 et il y a l'article 24 qui est sur l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est l'entrée à tous les droits. Vous savez, quand on n'a pas de scolarisation, on n'a pas de possibilité d'emploi, on n'a pas de possibilité d'autonomie, de participation sociale. L'enquête nous a dit, il y a un chiffre très alarmant, aujourd'hui sur 100 enfants de 5 à 17 ans, seulement 40 qui sont scolarisés. 40%. L'État a fait un effort de généralisation de la scolarisation au niveau fondamental, mais malheureusement, donc il y a un problème d'équité. Il y a 75%, c'est un chiffre qui est alarmant aussi, qui arrive au plus haut, le niveau primaire, fin d'études primaires. Alors par rapport à l'emploi, 2% seulement qui décrochent un diplôme supérieur. Donc tout ça, c'est vraiment un constat qui nous a permis quand même d'élaborer un plan d'action phare sur l'éducation. Et heureusement, je dis bien heureusement, qu'on a la vision stratégique 2015-2030, et vous êtes au courant sur le débat aujourd'hui médiatique sur ce projet de loi cadre. Et dans cette vision, pour la première fois, une réforme nationale, on a un levier carrément sur le handicap. Donc ça va être un droit, mais pas une scolarisation secondaire, mais donc on va donner la place à tout enfant dans l'école ordinaire, comme tout enfant marocain. Ce qui est une grande avancée. Monsieur El Hamsali. Moi, je partage ce que dit mon ami Hamd Ibrahim par rapport à la vision stratégique. Et heureusement, on a cette vision qui a insisté sur le droit à l'éducation. Mais je vais droit au but. En 2016, on a vécu une rentrée scolaire douloureuse. Pour 3 raisons. L'accueil, la place. Le sureffectif dans les classes? Le sureffectif, oui, mais par rapport aux personnes en situation de handicap, ils n'ont pas trouvé de place, même en sureffectif. Donc, l'accueil n'était pas agréable, la place n'est pas assurée, et la qualité. Et donc, on a été affronté à des situations parfois critiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de place, qui n'ont pas été accueillis, et même ceux qui ont été accueillis, ils étaient soit agressés, soit harcelés, soit. Et donc, comment passer, pour moi la grande question, aussi problématique, comment passer du stratégique à l'exécution, aux mesures d'application? Pour moi, c'est là où le bât blesse. Est-ce qu'il y a des mesures claires, rigoureuses, qui nous garantissent, nous en tant que parents, qu'acteurs civils, que la rentrée 2017 ne va pas reconduire la même situation que nous avons vécue dans la rentrée 2016. Et j'ai d'autres éléments à approfondir dans le cadre de la problématique du handicap en général. On va y aller. Monsieur Lazli, je vous laisse répondre. Je crois ça dépasse largement ce chiffre, 56%. Sincèrement. Nous, on est une association, le groupe amical, qui existe depuis 22 ans. On est plus de 25 000 adhérents. L'autoscolarité, ça ne dépasse même pas 1%. Et c'est un échantillon représentatif parce que... Le taux de scolarité chez les enfants, comme on a dit, de 5... En handicap, le taux d'inscrits. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des efforts menés par les associations. Le ministère de l'Éducation
Les chiffres sont clairs. On parle de quelques centaines, par exemple. Mais en l'absence d'une politique liée au ministère de l'Éducation nationale, qui vise, qui explique et qui agit, bien sûr, on forme au niveau de formation, au niveau d'encadrement, au niveau de la législation scolaire. C'est vrai, le ministère du Développement social, il a initié, à travers l'esprit de la Convention, de faire bouger les choses pour élaborer une politique. C'est vrai qu'il y a un comité interministériel présidé par le Premier ministre, mais le grand problème, tous les départements ministériels, ils collent le problème d'handicap au ministère du Développement social. Alors qu'il n'est pas, on a parlé tout à l'heure de la transversalité justement c'est un problème qui des concerne services. bien sûr le gouvernement, c'est un problème sociétal que chaque secteur ministériel il est censé développer une politique et il est censé de donner des rapports. Normalement, le Maroc a signé une convention et chaque année, nous, en célébrant le 3 décembre, la journée internationale, on doit présenter, on doit parler des chiffres, des rapports, des politiques, le résultat de ce qu'on appelle politique publique et même la société civile. Elle est censée de faire, bien sûr, un rapport parallèle pour voir, bien sûr, on doit, le problème, la question n'est pas simple, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais au moins on agit doucement, mais sûrement, avec un système de suivi et d'évaluation qui est clair. Et c'est une responsabilité du gouvernement, pas du ministère du Développement social. Alors, on va faire une pause, messieurs. Je vous donne la parole dans un instant. On fait une toute petite pause et on revient. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, on poursuit la discussion avec nos invités sur le handicap au Maroc. Juste avant la pause, vous aviez demandé la parole, Monsieur El Khansali. Je vous laisse réagir aux propos que tenait votre collègue. Oui, par rapport à la problématique de l'éducation, et comme disait Sahmed tout à l'heure, au Maroc, il existe un code pénal qui interdit la discrimination. Et donc, est-ce qu'on est dans la mesure d'appliquer la loi? Et quand je dis appliquer la loi, c'est interdire tout acteur public de transgresser tout type de loi qui ne donne pas le droit d'accès à l'éducation à tous les citoyens marocains. D'ailleurs, la loi marocaine depuis 1963, il insiste sur l'obligation de l'enseignement. Il n'a pas dit handicapé, non handicapé, il a dit tout le monde. Est-ce que tout le monde a droit à une place à l'école dans toutes les mesures de la qualité et du bon accueil? Et c'est pour ça la problématique de l'éducation est une problématique qui touche tout type d'autres problématiques comme la santé et autres. Et c'est pour ça que c'est une problématique d'une grande complexité. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème de multitude d'intervenants, il y a un problème d'efficacité. Et quand je dis de multitude, il y a la société civile qui intervient, qui fait du plaidoyer, qui fait de la sensibilisation. Il y a l'arsenal juridique marocain est un arsenal presque parfait. Il y a plusieurs lois, décrets, mesures, ainsi de suite. Mais il y a un grand décalage entre ce qu'élabore la loi et les mesures d'application et les moyens donnés à l'exécution. Est-ce qu'on est devant une bonne gouvernance de l'exécution de la loi? Et c'est là où le problème se pose profondément. Et le rythme entre les trois instances, la société civile, la loi et l'exécution. Quand je dis l'exécution, c'est le fonctionnaire, c'est l'enseignant, c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est tout acteur public. Et donc, ce rythme décalé touche un peu l'efficacité et nous donne ce type de résultat comme 47% d'élèves marocains n'ont pas accès à l'école ou 35% d'élèves marocains ont droit à la place à l'école et ils n'arrivent pas à atteindre ce droit. Alors, M. Ibrahim, pourquoi est-ce qu'en dépit de lois plutôt claires sur la non-discrimination, sur l'obligation de la scolarisation pour tous les enfants, d'ailleurs c'est inscrit dans la loi de janvier 2016, scolarisation obligatoire des enfants handicapés, et les parents s'engagent à scolariser l'enfant jusqu'à l'âge de 17 ans, soit 2 ans de plus que pour les enfants non atteints de handicap. Donc la loi est claire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un fossé quant à son application et comment résoudre et combler ce fossé? D'abord, il faut qu'on fasse un état des lieux de la scolarisation au Maroc des enfants en situation de handicap.
Aujourd'hui, on Elle n'existe pas aujourd'hui? 2016, on va commencer une nouvelle politique éducative dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030. Si aujourd'hui, on peut dire, on est en train de réfléchir une politique d'équité, réellement. Bien sûr, en capitalisant les expériences. Jusqu'à 2015, il y avait justement des créations de ce qu'on appelle des CLIS, des classes d'intégration scolaire. Il s'est avéré, l'évaluation a dit que ces CLIS, ce sont des structures fermées dans des écoles ordinaires. N'a pas favorisé l'intégration. Donc on est dans l'obligation aujourd'hui de redéfinir le rôle de la CLIS. Normalement, la raison d'être de la CLIS, c'est une classe passerelle, préparatoire. Donc ça, c'est de point de vue. Donc aujourd'hui, nous sommes face à 600 classes intégrées dans des écoles privées, des écoles primaires, publiques, il n'y a pas de profil d'entrée, pas de profil de sortie, pas de passerelle dans le système ordinaire. Il y a moins de candidats aux examens certificatifs. Donc, en termes d'efficience, malheureusement. L'efficacité dont parlait M. Al-Hansali il y a un instant. Par contre, il y a des initiatives familiales qui ont inscrit leurs enfants dans des écoles, dans des lycées, et qui ont décroché le bac. C'est des jeunes trisomiques, des jeunes autistes. Il y a un autiste qui a décroché son master. Mais vraiment, c'est des initiatives dans des classes ordinaires sans passer par des établissements spécialisés. Ça, c'est le deuxième dispositif qui n'est pas institutionnalisé par l'État, mais c'est des familles. C'est un travail. Le troisième dispositif qui n'est pas malheureusement normalisé au Maroc, c'est les fameux établissements spécialisés, les centres. Aujourd'hui, au Maroc, on a 154 centres, mais on n'a pas de normes qualité. La loi cadre 97-13 stipule que ces centres feront partie du système éducatif. Et qui dit partie du système dit cahier de charges, normes, etc. Donc, moi je suis rassuré, c'est que la loi cadre 97-13 avec le fameux chapitre 3 qui responsabilise l'État à la scolarisation des enfants, un projet de loi cadre, la vision stratégique 2015-2030, il y a tout un chapitre sur... Je crois qu'avec une assise juridique de telle taille, nous sommes rassurés qu'on va aller de l'avant pour résoudre cette problématique. Alors, est-ce qu'on a, vous parlez de ces 157 centres, est-ce qu'on a les personnels encadrants? Parce que M. Al-Hansali soulignait aussi l'importance de l'accueil, du personnel encadrant pour ces enfants. Est-ce qu'on a aujourd'hui des formations spécifiques pour des enseignants qui peuvent accompagner ces enfants en situation de handicap? Il faut qu'on sache une chose très importante. Dans ces établissements spécialisés, il n'y a pas des programmes standards, formels, officiels, réglementés et contrôlés par l'État. Chaque établissement fait l'effort. Donc ils sont autonomes? Autonomes les établissements? Oui, sur le contenu. Ils sont autonomes au niveau du contenu, mais la loi, maintenant, elle va corriger cette situation. C'est-à-dire que tous les contenus de ces établissements vont être accrédités par l'autorité éducative. Je trouve que c'est une bonne chose. Et ça entre en vigueur quand? Alors, à partir de la sortie du texte réglementaire sur l'institutionnalisation des commissions au niveau des AREF, c'est à partir de l'année prochaine, on va démarrer, sachant évidemment que l'éducation nationale a élaboré un plan d'action sur les années à venir pour résoudre cette problématique. Vous savez, la politique publique qui a été approuvée par la commission ministérielle, si Azeri a parlé d'un mécanisme gouvernemental de régulation, il y avait 24 secteurs gouvernementaux qui ont élaboré aujourd'hui leur plan sectoriel. Et ça s'appelle une politique publique intégrée. Aujourd'hui au Maroc, nous avons une loi cadre 97-13 qui est harmonisée et en harmonie avec la Convention et avec la Constitution. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons une première politique publique intégrée et un mécanisme présidé par le chef de gouvernement et qui est décrété. C'est un texte juridique qui décrète. Voilà donc parce que le handicap, pour terminer, le handicap au Maroc, malheureusement, ça a été maltraité avant 2011. C'était des actions caritatives, c'était vraiment du gardiennage. Aujourd'hui, pour la première fois au Maroc, on parle handicap approche droit, handicap politique. Donc nous avons 3 niveaux. Politique, juridico-normatif et opérationnel. Les 2 niveaux ont été surmontés. On a une politique, nous avons une loi cadre. Ce qui reste l'opérationnel. Reste l'opérationnel. C'est-à-dire coller les résultats. Ça, c'est un grand défi pour le prochain mandat. Alors, juste une dernière question avant de donner la parole à M. Lazili. Comme ça, on a les réponses complètes au niveau du dispositif. Est-ce qu'il y aura un suivi, une évaluation faite par qui et à quelle échéance pour voir si l'opérationnel suit la politique mise en place? Alors ça, c'est une question intéressante. Revenons au mécanisme gouvernemental de régulation qui est présidé par le chef du gouvernement. Ce mécanisme, il a été recommandé par la Convention internationale. Alors il y a 2 grandes missions de ce mécanisme. 1, suivre la politique publique, évaluer
Deuxièmement, l'application de la Convention internationale. Vous savez que le Maroc s'engage au niveau international de mettre en application. Donc ça, c'est de grandes missions. Et pour terminer, nous avons aujourd'hui une matrice d'indicateurs nationaux pour évaluer notre politique publique dans les 5 années à venir. Donc un mécanisme gouvernemental de teneur politique. Deuxièmement, nous avons une matrice d'indicateurs, ils sont 8 indicateurs nationaux. Donc voilà deux possibilités pour mesurer l'efficacité. Juste, Monsieur Lazeli avait demandé la parole, et ensuite à vous, Monsieur Khensali. Le problème toujours, lorsqu'on parle de droits de l'homme, vous savez que les droits économiques, ils ont pris un peu de retard par rapport aux droits politiques et civils. Même la Convention, il croit. Lorsqu'on parle de droit, on parle de droit et l'accès au droit. La reconnaissance de droit, ça ne veut pas dire qu'il faut créer des mécanismes, il faut faire un effort en termes de développement. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation adaptée des personnes, c'est un coût. Sur le plan financier, nous on juge le gouvernement, et on utilise le concept de notre ami, la gouvernance de ce dossier, en fonction des moyens existants. C'est-à-dire, on ne le compare pas à la France, au Canada. Même en France, il y a encore des problèmes dans l'éducation adaptée. Mais le grand problème, tu as évoqué tout à l'heure, les problèmes de ressources. Et il est impossible actuellement de parler, bien sûr, d'une politique. Or, dans le terrain actuellement, on est très loin, on est très en retard. On a 40 médecins d'éducateurs de la médecine physique, c'est une spécialité qui représente la colonne vertébrale de tout ce qui est protocole de rééducation. En termes de gériatres, l'handicap lié les personnes âgées, on a 10 des médecins. Les psychologues qui assurent un bureau de compétences spécialisé par type d'handicap, il n'y en a pas. Et nos amis qui travaillent dans le domaine de l'autisme, il y a toujours le recours à des spécialistes étrangers qui coûtent cher. Donc on manque de spécialistes pour encadrer ces personnes. On ne peut pas. Même le ministère de l'Éducation actuellement, tant qu'on n'inclut pas l'approche territoriale, la région qui collecte les impôts et qui a les moyens, et doit contribuer, pas uniquement pour l'éducation adaptée des personnes, mais l'éducation en général. Le budget est ce qu'il est. En temps actuel, on va l'augmenter par des efforts. Mais en termes de ce qui est formation, il y a beaucoup de choses à faire bouger avant. Et on ne peut pas tracer une politique la même année, on réfléchit, on pense et on commence à exécuter. Il faut toujours avoir des expériences pilotes. Il faut aussi une décentralisation de l'exécution. Voilà, et faire contribuer les autres efforts. Il est temps que les régions, les communes contribuent. Et légalement, la charte communale, il y a une obligation. Ce sont des citoyens, avant qu'ils soient des personnes handicapées, et il est de leur droit de soutenir les associations qui ont assumé cette responsabilité d'éduquer ces citoyens. Qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? On voit des parents, on voit des familles qui cotisent, qui créent des associations et qui sont... Mais le modèle économique avec les systèmes de prise en charge, c'est vrai, l'NDH, il a fait bouger beaucoup de choses, le ministère avec les subventions, mais il y a tout un système de prise en charge qu'il faut revoir. Sinon, les 6 associations vont faire faillite. Monsieur Khensali. Alors, ce que dit Saïd Ibrahim, il est rassurant par rapport aux politiques publiques. Mais vous avez soulevé un point très important et tire l'alarme de l'urgence, c'est la formation. Nous, en tant que société civile, notre plaidoyer est axé sur l'école inclusive, sur l'école qui intègre, qui donne l'accès à tout le monde. Après, les centres spécialisés, les CLIS, tout le monde peut appuyer cette école inclusive. Mais l'école inclusive ne pourra jamais atteindre son but sans passer par la formation. Et c'est le point focal dont l'éducation nationale doit travailler parce que c'est sa responsabilité institutionnelle. Et quand je dis ça, c'est la formation continue des enseignants déjà existants et les modules de formation dans les écoles qui forment les nouvelles générations d'enseignants. C'est un travail très urgent et on ne peut pas attendre parce que les enfants grandissent. Et c'est une génération qui est dans l'attente et sans passer par le bon accueil et la bonne formation, la qualité d'enseignement n'est pas assurée. Voilà.
Monsieur Ibrahim, et ensuite on passe à la question de l'emploi. Juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Saïd, c'est important. D'abord, il y a 3 options dans le monde, 3 choix stratégiques par rapport à la scolarisation. Soit vous faites une école inclusive, il n'y a pas de CLIS, il n'y a pas d'établissement spécialisé. Ça, c'est le modèle scandinave, la Suède, la Finlande, la Norvège. Il y a ce qu'on appelle, c'est l'Italie. Qui présente des bons résultats. Oui, le modèle de bons inclusif. résultats, mais ça a demandé des décennies. Vous savez, ça a demandé des décennies. Vous savez par quoi? C'est quoi une école inclusive? C'est 3 choses. Avoir une politique droit, donc il faut ouvrir l'école à tout le monde. 2, travailler les pratiques, et qu'il y ait des pratiques, des curriculums, des formations, des méthodes, évaluation, adaptation des examens, et travailler la culture, le regard des enseignants et des directeurs, et moi et vous et quelqu'un d'autre. Notre regard, est-ce qu'il est négatif et positif? Du moment qu'on a des préjugés sur les possibilités des enfants, donc lorsqu'on a une vision statique sur l'intelligence, alors ça c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc travailler, avoir une politique axée sur le droit, ouvrir l'école à tout le monde. 2, adapter votre établissement, programme, contenu, accompagnement. Et 3e, travailler la culture, c'est la sensibilisation, c'est les médias, ce qu'on fait tous les jours pour dire aux gens que c'est possible de vivre ensemble. Donc ça, c'est le modèle inclusif qui nécessite ces 3 critères. Alors maintenant au Maroc, on est par rapport à ce système inclusif. La loi, elle va mettre en harmonie, en musique, 3 dispositifs. Alors la scolarisation dans les classes ordinaires avec disposition, ça c'est la vision stratégique qui dit ça. Donc il y aura la scolarisation dans les classes ordinaires avec un accompagnement. 2, on va redéfinir les CLIS, c'est les classes intégrées avec une nouvelle mission. Et 3e, tous les établissements, il y aura une mise à niveau de ces établissements pour avoir un programme accrédité, il y aura un va-et-vient et des passerelles. Et c'est ça le système inclusif au Maroc dans les années à venir. Établissement spécialisé, avec une certaine mise à niveau dans un cadre normatif, scolarisation avec des dispositifs d'accompagnement et d'adaptation, et des CLIS pour avoir une nouvelle mission intégrée. Donc voilà, les dispositifs pour la scolarisation. Tout à fait. Je donne un petit exemple. Très rapidement, parce qu'on doit passer à la suite. Pour montrer qu'en termes d'handicap lié à la surdité, par exemple, en Égypte, on peut avoir une personne en situation de surdité qui est ingénieur dans le programme de scolarité égyptien. L'Égypte, on a les mêmes conditions. Au Maroc, une personne elle est condamnée de ne pas dépasser le primaire. On n'a pas l'étude au collège, il n'y a pas de lycée, on n'a même pas un langage de signes sur le plan linguistique cohérent. C'est-à-dire que chaque région il est en train de créer son propre langage des signes. Donc on sacrifie des jeunes et pourtant la surdité, quelqu'un qui pourra être actif. Donc on le prive. Alors en parlant de l'activité justement, vous faites la transition avec le secteur de l'emploi. Selon les derniers chiffres de 2016, là je donne les chiffres aussi du HCP, plus de 8 personnes handicapées sur 10, soit 86,6% sont inactives et seulement 10,7% de personnes qui sont actives et occupées. Sur cette problématique de l'emploi, M. Ibrahim, pour reparler de cette loi et de ces dispositions, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner et permettre l'accès à l'emploi de ces personnes en situation de handicap? D'accord. Alors vous avez donné des chiffres sur les taux d'activité. Moi je vous donne des chiffres sur le taux de chômage. Aujourd'hui le taux de chômage au niveau des personnes c'est 6 fois le taux national. Le taux national quelque chose qui tourne autour de 10%. Le taux de chômage au niveau du handicap c'est autour de 63%. Donc c'est 6 fois. Vous savez tout à l'heure on a discuté la scolarisation. L'emploi c'est un processus, il est très lié. Alors il y a scolarisation, éducation, enseignement, formation et après employabilité et emploi. Et après travailler l'environnement de l'emploi, que ce soit au niveau des secteurs privés et des secteurs publics. Donc tout est lié, c'est tout un processus avec des chaînons. Alors revenons à l'emploi. Il faut qu'on fasse la distinction entre deux formes d'emploi. Il y a l'emploi, c'est l'accès à la fonction publique. Là on a fait sortir un texte très intéressant sur le 7%. Oui, mise en place en 2010. 2010, mais on l'a amendé par ce qu'on appelle, parce que ça n'a pas été appliqué malheureusement. Aujourd'hui, il y a un nouveau texte juridique, c'est un décret, il y aura un concours spécial. C'est 7% des emplois dans la fonction publique, réservés aux personnes en situation de handicap. L'ancien texte, il faut attendre 15 postes budgétaires pour avoir un poste. Aujourd'hui, non, c'est à partir de 5 postes. Il y aura un concours spécial. Il y aura une commission permanente auprès du chef de gouvernement. C'est pour corriger justement ce qui s'est passé parce que ça n'a pas été appliqué. On va verrouiller davantage
Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens de le mettre en place. Encore une fois, c'est le décalage entre des dispositions qui sont prises et puis ensuite la réalité qui n'est pas appliquée. Pourquoi est-ce que ça a été impossible? C'était en 2010, c'était il y a 6 ans, de mettre en place ce quota. Il y avait 3 problématiques. D'abord, il n'y a pas de profil de candidat pour certains métiers. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les personnes qui ont une déficience visuelle, les aveugles, les non-voyants, ils n'ont pas le droit d'accéder aux branches scientifiques. Donc il y a toujours des branches littéraires. Et voilà, donc toujours le problème de la scolarisation. Donc il n'y a pas de candidat. Vous pouvez réserver 7% sur un poste d'ingénieur ou de technicien, mais il y aura 0 candidat. Donc il n'y a pas de profil. Donc deuxièmement, une deuxième problématique, on n'a pas suffisamment verrouillé le processus de l'application de 7% en termes de contrôle de financier et tout ça, et autorisation aussi des concours. Troisièmement, il y a un manque de techniques et de normes techniques sur ce qu'on appelle les aménagements, les adaptations des conditions de passation de concours. Avec ce nouveau texte, il y aura une commission permanente qui va justement se pencher sur ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. C'est-à-dire tout candidat, quel que soit le type de handicap, le secteur public concerné est dans l'obligation d'apporter des aménagements adaptés, raisonnables, individuels. Que ce soit les accessibilités architecturales, l'accompagnement, avoir un secrétaire, avoir ce qu'on appelle le tiers-temps, un temps additif, etc., etc. Faire en sorte que la personne puisse travailler dans des conditions qui tiennent compte de son handicap. Tout à fait. Et je termine par le secteur privé. Alors le secteur privé, jusqu'à présent, on n'a pas de quota. Alors, la loi cadre, il faut y réfléchir selon vous? Oui, la loi cadre 97/13, il y a un article qui stipule un accord d'entente entre l'État et le secteur privé sur un quota. C'est ce qu'on va faire justement dans notre politique publique. Alors là, pourquoi l'accord? Il y a des acteurs de la société civile qui n'étaient pas d'accord sur l'accord, ils sont dans les mesures coercitives. Le secteur public, on va imposer 7%. Mais par rapport au secteur privé, on était beaucoup plus d'une approche anglo-saxonne. Vous savez, la régulation de l'État, ça passe soit par le hard law, c'est-à-dire une mesure coercitive, soit par common law. On va négocier avec le patronat sur un quota, sur des mesures incitatives, coercitives, sur des aménagements de postes de travail, beaucoup plus aller imposer un quota pour une entreprise parce que, je termine, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord que la raison d'être d'entreprise, c'est gagner de l'argent, pas faire du caritatif. Donc l'État doit quand même apporter des mesures, encourager, mettre en place un système incitatif. Pour que l'entreprise y trouve un intérêt. Exactement, aussi. exactement. Parfait. Monsieur El Hansali. Alors, tout ça est parfait. Mais je suis désolé, je parle au nom du secteur. Pourquoi je dis mais? Parce que moi je représente le handicap mental. Donc ça peut toucher majoritairement le handicap physique, moteur. Mais par rapport au handicap mental, on est loin de trouver des solutions adaptées, cohérentes. Et là, la problématique est très alarmante. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité partagée en 3 secteurs. Enfin, le secteur étatique, le secteur privé, les collectivités locales et le regard de la société. Dans 2 mois, nous serons à 1 année du lancement du projet mené par la Fondation Mahsen pour la Solidarité, c'est le projet du SIAT. Et c'est un projet innovateur, inédit, qui a mis en place un cadre juridique, un cadre d'accueil. Il y a des gens qui travaillent, bien sûr, dans un milieu protégé. On doit corriger, approfondir, trouver d'autres solutions, parce qu'on ne peut pas mettre tous les jeunes dans un seul endroit pour travailler. Et on est à 1 an et je ne vois pas ni initiative privée, ni publique, ni liée aux collectivités locales. Et donc, comment trouver de la place à une personne avec un handicap mental, trisomique ou autiste, un retard mental léger ou autre, qui vont travailler, participer à la vie active, travailler et avoir un salaire en fin de mois. Et ils sont capables de mener un travail très efficace et travailler, comme disait Saïd Brahim, vivre ensemble, parmi les autres. Donc, et là, il faut qu'on travaille sur les lois et travailler aussi sur les mesures d'application. Le regard de la société pourrait changer. C'est ma dernière question, parce qu'il nous reste 2 minutes. Non, je vous donne la parole, mais c'est la dernière question, s'il nous reste 2 minutes pour conclure, sur ce regard de la société qu'on a évoqué dans les écoles pour changer le regard, dans l'emploi, etc.
Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous et est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Oui, je vais chacun vous donner le mot de la fin. Je vous donne notre très rapidement. Notre expérience. À l'Espace Massar, on a ouvert une formation à 12 jeunes trisomiques dans le métier de la boulangerie et on a ouvert un magasin. Le but n'est pas uniquement la formation. Bien sûr, c'est la première étape, mais c'est aussi le travail face à la société. Et donc, ces jeunes trisomiques sont en train de commercialiser leurs produits. Ils travaillent à l'atelier et aussi ils vendent, ils communiquent, ils sont face au quartier, là où on se trouve, et ils produisent efficacement, ils commercialisent efficacement. C'est un petit projet. Donc, on a besoin de dupliquer, de donner l'exemple. Tout le monde doit travailler. On ne va pas attendre que la loi soit parfaite pour qu'on puisse faire du plaidoyer pour dire que nos jeunes, nos enfants qui vont devenir des jeunes ont beaucoup de capacités parfois qui dépassent les entre guillemets sans handicap. Donc c'est aussi par l'expérience et par le vécu qu'on contribue à changer. Oui, je vous invite à venir voir ce qu'on fait. Avec plaisir. Ouais. Monsieur L'Azri. Dans le cadre de la vision bien sûr inclusive, il faut changer le regard et changer la question. Lorsqu'on parle de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que l'État perd en termes de PNB, en termes d'une population pour qu'il soit actif dans la société? Et de là, dans le cadre de la coopération internationale, il y a des bonnes pratiques et plusieurs pays, ils ont changé ce regard pour renforcer le travail des personnes handicapées. Parce que ça coûte moins cher et ça facilite la tâche pour mener vraiment une politique inclusive qui demande beaucoup de moyens. Malheureusement, je salue l'initiative du ministère, bien sûr, au niveau de la fonction publique, c'est plus clair comme avant, parce qu'avant, les directeurs de ressources humaines, ils déclarent dans la vie, mais ils le respectent, il n'y a pas un système de suivi. Mais c'est bien dommage qu'il n'y a pas des textes dans le code de travail, on n'a pas encore, on n'a pas le statut de salarié handicapé. Même dans la dernière loi de la retraite, est-ce qu'on demande à un paraplégique, à un tétraplégique, de travailler 65 ans ou 64 ans dans la fonction publique ou dans le privé? Donc, si on prend la dimension inclusive d'une manière générale, il faut qu'elle soit généralisée sur tous les textes, pas uniquement dans certains secteurs et en oubliant certains points. Monsieur Ibrahim, un dernier mot, il nous reste 30 secondes sur la sensibilisation et le rôle de votre ministère sur ce plan. C'est très important. Juste par rapport à l'insertion dans le secteur privé... Non, on n'a plus le temps, 30 secondes. Juste par rapport au handicap mental, il y a deux contraintes. Il y a une contrainte juridique concernant, il faut qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'on appelle la capacité juridique aujourd'hui, parce qu'il y a une confusion entre la personne handicap mental, qui a un handicap mental, et la personne qui a une maladie mentale. Ce n'est pas la même chose. Par rapport à votre question sur la sensibilisation, on vient de lancer une grande campagne de sensibilisation sur les accessibilités à travers des spots radiophoniques, télévisés, audiovisuels. Et ça a donné de très bons résultats. Je salue les médias, c'est très important. Il faut faire passer des messages de citoyenneté, de droit, pas de charité. Ces personnes ont beaucoup de possibilités, ils ont le droit à vivre ensemble, ils ont le droit de participer dans le développement de notre pays. Et ce sont des citoyens à part entière, comme vous le disiez dans le cadre de vos activités, M. Laïdine. Dans ce propos, le collectif prépare bien sûr un forum concernant la question handicap et emploi le 22 décembre. Et j'invite bien sûr Média et j'espère que Média, son action sera pérenne avec d'autres missions que avec plaisir, avec plaisir. On ira acheter du pain dans votre boulangerie et puis après on se rendra à votre forum. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant la suite des programmes. Et quant à nous, on se donne rendez-vous lundi pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.